90, au moment de la guerre de 97, il y a des milices dans l'Est, etc. Mais en fait, non. C'est très largement inscrit pas dans la culture, bien évidemment, mais dans l'histoire de répression qui sied au Congo. Donc également, de la part des missions catholiques, des enlèvements d'enfants qui permettent de grossir les rangs des missions catholiques. Là, on est dans un système qui est à mi-chemin avec ce qui se faisait dans d'autres régions où, effectivement, les enfants d'une certaine élite confiaient leurs enfants, des parents d'une certaine élite confiaient leurs enfants à des religieux qui étaient chargés de leur bonne éducation, éventuellement de les envoyer à Bordeaux, à Liverpool pour continuer leurs études. Sauf que là, on est vraiment dans une logique d'enlèvement et on n'est pas dans cette logique où on pouvait voir, par exemple, après, au Sénégal, l'école des otages devenir une école de formation d'une administration qui revendiquera des envies indépendantistes. On est réellement dans une logique d'endoctrinement qui est très forte sur les enfants. Également donc, dans des formes de répression, d'humiliation. Donc dès 1888, au moment où se met en place la société anti-esclavagiste, on légalise l'utilisation de la chicotte, qui est une lanière qui permet de fouetter en lacérant de manière extrêmement importante la peau. Donc, ça fait partie de tout un système de traitement inhumain et dégradant que l'on retrouve dans des législations esclavagistes, dans le Code noir par exemple. Donc toutes ces lois que l'on pensait abolies par la mise en place de cet État indépendant, par cette logique humanitariste, vont être finalement inscrites dans l'arsenal juridique de l'État indépendant du Congo. Un système rationalisé de mise à mort, donc avec les milices des concessions. On a le cas de l'ABIR. L'ABIR, c'est l'Anglo-Belgian India Rubber, donc une compagnie qui va régulièrement utiliser donc, des miliciens et des formes de répression très fortes sur la population et qui sera tristement connue pour être l'une des plus importantes à avoir donc, coupé les fameuses mains, donc les mains coupées, qui renvoyaient à une logique utilitariste ou économiste de la gestion des flux de travailleurs, si on peut appeler ça ainsi, puisque pour chaque balle, chaque cartouche utilisée par un soldat, il fallait en fait apporter la preuve que cela avait servi à tuer un homme. Parce que dans ce cadre-là, on luttait également contre le braconnage. Donc il fallait apporter la preuve qu'on avait tué un homme, et généralement on apporte une main coupée. Bien prouver que donc il y a toute une histoire extrêmement sombre derrière donc, cette histoire de main coupée. Et on sait que par exemple dans le cas de ces violations donc, totales de la dignité humaine, il y a eu des tentatives d'obtenir justice. Il y a eu des tentatives, y compris à l'intérieur du système colonial, et ça n'a jamais marché. Le cas le plus célèbre, c'est celui de Léon Fiévès, qui était un lieutenant donc d'une de ces milices au service de l'ABIR, qui avait été, un procès avait été intenté contre lui au niveau de l'administration belge, enfin une sanction, une chaîne, un processus de sanctions avait été mis en place. Sauf que lorsqu'il est passé devant le tribunal, il a été totalement acquitté, alors qu'il y avait toutes les preuves qui montraient qu'il avait commis des crimes, etc. Donc il y avait également donc, une forme d'auto-blanchiment, d'impunité totale, même au sein de cette administration. Et Dieu sait qu'on sait qu'il y a des officiers qui ont effectivement tenté d'aller à contresens de ces pratiques-là, mais cela n'a pas marché. On a également donc, toute une catégorisation des populations avec le tribalisme, des élites également avec le clanisme. Donc tout un tas de concepts qui se mettent en place à cette époque-là et qui auront ensuite donc, des conséquences très lourdes. Alors ça, c'était juste deux cartes qui résumaient donc, toute la conversion capitaliste. Donc on a des compagnies qui se mettent en place sous différents statuts. Et les différents statuts aussi sont très importants. On a des compagnies royales, on a des compagnies privées et des compagnies sociales. Et ce système de concession, en fait, il reprend le système de charte qui avait déjà été mise en place du temps de la traite, notamment par les Espagnols et les Portugais, mais également par la France. C'est-à-dire qu'on donne des concessions à telle ou telle entreprise familiale, respectable, pour qu'elle aille chercher des Noirs en Afrique, qu'elle les amène, etc., qu'elle organise tout ce commerce-là. Et ce sera exactement le même
même esprit juridique du point de vue de la loi, qui sera mise en place dans le cadre donc, des concessions qui seront données donc à ces entreprises. On leur confiera notamment la responsabilité des charges sociales, si on peut appeler ça comme ça, c'est-à-dire construire un petit dispensaire ici ou là, qui généralement sera uniquement réservé aux enfants de travailleurs africains qui ont accepté de travailler pour les intérêts de l'entreprise dans le meilleur des cas. Donc tout un système de contrôle finalement donc, du travail qui sera extrêmement régressif. Alors dans les résultats d'exportation de caoutchouc qui passent de 123 tonnes en 1890 à 5316 tonnes en 1900, donc cela montre à quel point il y a un boom économique qui se met en place à ce moment-là et à quel point le Congo va aider l'Europe à sortir de son cycle de dépression de cette époque-là et va donc contribuer au développement de toutes les industries, y compris les industries militaires qui ensuite s'esquinteront lors de la Première Guerre mondiale et de la Deuxième Guerre mondiale également, avec un peu plus tard la découverte de l'uranium, puis des produits de consommation classiques, le café, le coton, l'ivoire, le cacao, qui renvoient finalement à la perpétuation de ce type d'économie rentière qui avait été lancée déjà du temps de l'esclavage. Donc là aussi c'est un point qui est très important. Donc les conflits d'intérêts que j'avais évoqués donc, très rapidement, donc, entre l'État indépendant, donc, qui appartenait au roi, les intérêts du pays, donc la Belgique, les intérêts des multinationales et l'évolution du gouvernement belge qui était plus ou moins favorable aux activités du roi, qui était plus ou moins interventionniste dans la gestion des affaires privées du roi. Le dernier point, c'est la nécessité d'écarter type au type et tous les concurrents arabes et swahili. Là aussi, on est dans une logique de monopole, de la conquête. Donc à partir de 1890, la Belgique avec l'Allemagne vont mener un certain nombre d'opérations au niveau de l'Afrique des Grands Lacs, au niveau du Tanganyika qui deviendra ensuite la Tanzanie. Donc toute une série de répressions sur les différentes populations africaines qui résistaient donc à cette ruée sur le continent africain. Et ça aussi c'est toute une partie de l'histoire belge, de l'histoire allemande, quoique les Allemands ont peut-être davantage commencé à explorer ce passé-là. Et c'est également toute une partie de l'histoire africaine qui est réellement passée sous silence dans cette décennie, dans cette région du continent africain. Et je pense que la manière dont la menace arabe va être brandie a encore aujourd'hui des répercussions dans une région notamment comme la Centrafrique. Il y a beaucoup de lourdeur, de pesanteur, de construction psychologique, de cadres sociaux qui vont se créer à cette époque-là et qui vont être entretenus par la suite par le système colonial. Ce qui font qu'on va avoir des formes de rivalité qui surgissent de temps à autre dans cette région des Grands Lacs et qui renvoient en fait à des constructions liées donc, à cette époque-là et qui n'ont pas été réglées. Donc le cas de Typotype, c'est un marchand. Alors là encore, certains disent qu'il était arabe, d'autres qu'il était africain, qu'il était swahili, etc. En tout cas, c'est un marchand très important d'esclaves, d'ivoire, de tous les trafics possibles, qui était basé à Tabora, donc c'est au niveau donc, du centre globalement de la Tanzanie, qui était vraiment le point de relais de tous les circuits, depuis donc, la côte, depuis même Madagascar, donc jusqu'à Zanzibar, vers le sultanat d'Oman, et qui avait donc des ramifications dans cette région du Soudan central et de l'Afrique centrale. Donc c'était un monsieur très puissant qui avait la capacité également donc, de lever des armées, de se défendre, etc. Et donc dans le cadre donc, de cette conversion capitaliste, il était très important d'éliminer tous les potentiels rivaux, qu'ils aient été africains, arabes, swahili ou autres. Donc ce sera fait dans le cadre de cette annonce donc, de libérer l'Afrique de l'esclavagisme arabe. Alors, par la suite, donc très rapidement, donc dès 1890, le projet donc léopoldien au niveau de l'État du Congo suscite néanmoins beaucoup d'attention de la part des milieux qui s'intéressent à l'Afrique. Il y a un certain nombre de campagnes néo-abolitionnistes qui vont être menées et qui vont surtout s'axer sur la rupture de la politique du secret. On est dans une période où
où on n'est pas tout à fait dans les grandes découvertes, mais on est dans les explorations. Et chaque puissance européenne missionne des équipes pour explorer les terrains, essayer de découvrir des richesses, etc. Il y a une réelle politique du secret. On envoie des télégrammes qui sont codés, on essaie d'être plus rapide ici que les Allemands, que les Britanniques, les Français, etc. Donc il y a vraiment une ruée sur le continent africain, et du point de vue diplomatique, il y a très peu d'informations. Il y a une omerta totale, notamment sur ce qui se passe au Congo, ce qui fait que le Congo sera régulièrement assimilé au royaume du silence. Ce sera une prison à ciel ouvert pendant très longtemps, et très peu d'informations viendront finalement de ce qui se passait au Congo. Néanmoins, dès le départ, on sait qu'il y a des groupes qui ont mené des actions par rapport au Congo. Donc j'en ai souligné quelques-uns. Donc le premier, c'est George Washington Williams, qui est un noir américain, qui avait demandé en fait une audience à Léopold II, qu'il avait rencontré parce qu'il se posait des questions sur quel était ce projet d'État indépendant du Congo. Il avait rencontré Léopold II, qu'il avait plus ou moins dissuadé d'aller visiter le Congo, mais je pense que le meilleur moyen de dire à quelqu'un d'y aller, c'est de l'en dissuader. Donc il s'est dit qu'il allait voir de ses yeux qu'est-ce qui se passe là-bas. Donc il part au Congo, il passe 6 mois là-bas, et ça va être le premier à parler de crimes contre l'humanité par rapport à ce qu'il découvre là-bas. Et on est en 1890, on n'est pas encore à l'époque de Solzhenitsyn, et il parle déjà, donc, à propos de ce qui se passe au Congo, de la Sibérie du continent africain. Donc il y a déjà cette idée de goulag, de camp de concentration, de camp de travail, dès 1890, dans le rapport qu'il remet, donc une lettre ouverte de 16 pages, au terme de laquelle il demande déjà une commission internationale pour regarder ce qui est en train de se passer en plein cœur de l'Afrique. Donc 1890. Cette même année, il y a un autre personnage, William Shepard, un membre très important, noir américain de l'église presbytérienne, qui lui aussi part donc, en mission au Congo, un grand explorateur. Et donc il va faire partie donc, de ces premiers missionnaires qui vont justement dénoncer également la collusion de l'Église catholique. Il va alerter le Vatican sur ce qui était en train de se mettre en place. On est dans une période où aussi les relations entre le Vatican et les différentes puissances européennes sont assez particulières. Il y aurait beaucoup de choses à dire dessus. Un autre personnage, toujours en 1890, qui se retrouve au Congo. Il y avait beaucoup de monde au Congo, beaucoup de gens très intéressants. C'est Joseph Conrad, qui lui aussi un aventurier originaire d'Europe de l'Est, qui arrive pour travailler donc, dans une des compagnies de l'État indépendant du Congo, qui ne tiendra pas très longtemps parce qu'il va très vite tomber malade, donc il sera rapatrié. Et, pour lui, le Congo sera un cauchemar, et donc il écrira donc, le fameux ouvrage Au cœur des ténèbres, qui va contribuer à populariser donc, cette image assez particulière du Congo. Donc tout au long des années 1890, beaucoup de personnes s'intéressent au Congo, essaient de comprendre ce qui se passe, etc. Et c'est dans ce cadre-là justement que des militants qui ne se déclaraient pas encore panafricains, mais qui vont après, par la suite, s'appeler panafricains, eh bien, commencent à se poser des questions, ce qui se passe au Congo. Ils constatent qu'il y a à peu près la même chose qui est en train de se développer au niveau de l'Afrique du Sud, puisque l'histoire du Congo est très liée à l'histoire de l'Afrique du Sud, et qu'il faudrait vraiment étudier tout le cône de l'Afrique. Des multinationales qui se mettent en place dans le sud du Congo au niveau des différentes concessions ont toutes des ramifications dans l'Afrique australe, à travers la figure de Cecil Rhodes, donc un colon britannique qui crée un empire dans tout le cœur de l'Afrique centrale. Donc les fameuses Rhodésies du sud, du nord, Zimbabwe, Zambie, c'était un peu aussi ces domaines privés, puis également donc, les conglomérats présents au niveau de l'Afrique du Sud. Donc ces militants africains, originaires de la Caraïbe, du continent africain, etc., décident finalement de se rencontrer en 1900 à Londres et d'évoquer justement ces points, le Congo, l'Afrique du Sud, la question du droit des travail, le fait qu'il reste encore des formes d'esclavage en Afrique, et le font tout en remerciant les différentes sociétés abolitionnistes de leurs efforts. Parce qu'en 1900, on est dans une période très ambiguë. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui restent fondamentalement convaincues que les ambitions du roi Léopold II sont profondément humanitaires. Et on a des personnalités très célèbres, le noir américain le plus célèbre du XXe siècle, William Du Bois, un très grand intellectuel, écrit par exemple dans ces années-là une lettre à Léopold II en lui disant « c'est génial ce que vous faites,
ça m'intéresse, comment je pourrais être associé, etc. Et c'est un peu plus tard que les crimes, les fameux crimes seront connus. Hein, donc le projet de Léopold fait vraiment illusion pendant un certain temps. Une autre organisation, donc l'Aborigines Protection Society, qui est aussi un lobby présent un peu partout sur le continent africain, qui essaie d'alerter sur ce qui se passe au Congo. Un autre personnage noir américain, beaucoup de noirs américains se sont intéressés au Congo, c'est Booker T. Washington, qui était un peu le rival de Dubois, qui avait créé dans le sud des États-Unis une école de formation professionnelle, Tuskegee, en Alabama, et qui avait en fait l'ambition d'implanter cette école dans plusieurs pays africains. Et à un moment, donc, le Togo, le Congo et d'autres territoires avaient été envisagés, et notamment toujours dans ce projet d'exploiter le bassin du Congo, d'exploiter les facilités géologiques du bassin du Congo pour y produire du coton de la même manière que l'on produisait du coton dans le sud des États-Unis, et faire en sorte que la pression sur les travailleurs noirs dans le sud des États-Unis soit d'une certaine manière contrebalancée par la capacité d'un pays comme le Congo à exporter du coton et à satisfaire les demandes de l'industrie américaine de cette époque-là. Hein, donc Booker T. Washington aussi enverra des personnes au Congo. Le tournant, c'est 1903. Donc par rapport à tout ce qui est dénoncé, puisqu'au terme du congrès de la conférence panafricaine de 1900, les militants envoient un mémorandum à la reine Victoria, les plus hautes autorités sont saisies, et les Britanniques décident donc de demander donc à leur consul, le consul britannique au Congo, Roger Casement, de faire un rapport sur ce qui se passe au Congo. Donc ce sera le rapport Casement, un rapport extrêmement violent, choquant, hallucinant, tellement hallucinant que toutes les personnes citées seront anonymisées. C'est-à-dire qu'on ne retiendra que les initiales des personnes pour justement parce que le texte original était impitoyable. Donc tout sera anonymisé. Le texte va fuiter dans la presse. Ça va notamment un journaliste très important, Edmund Morel, va en avoir connaissance. Et c'est à partir de là, donc de ce rapport Casement et de la prise en charge de cette affaire par Edmund Morel, que va se mettre en place la Congo Reform Association, qui va militer pendant plusieurs années de manière intense pour que l'on reconnaisse ce qui est en train de se passer au Congo et que l'on agisse pour que pour que le roi des Belges soit dépossédé de sa propriété personnelle. Hein, donc ce sera une campagne très importante. Et la Congo Reform Association, c'est d'une certaine manière la première ONG des droits de l'homme en Afrique. Hein, c'est un truc assez particulier, c'est vraiment les débuts de l'humanitaire, entre guillemets, progressiste en Afrique. Et le Congo, ensuite, tout au long du XXe siècle, sera justement une bataille de l'humanitaire contre justement des intérêts plus matérialistes. Un autre personnage que j'ai également cité, c'est William Pickens, qui est de la NAACP, qui est l'association, qui sera de la NAACP, l'association pour l'amélioration de la condition des Noirs aux États-Unis, qui, lui, par exemple, en 1907, parle de American Congo, en évoquant donc la situation des Noirs dans le Mississippi, pour bien montrer qu'il y avait une similitude entre les deux formes d'oppression que l'on trouvait aussi bien dans le sud des États-Unis au lendemain de l'esclavage, de l'abolition de l'esclavage, qu'au Congo, également au lendemain de l'abolition de l'esclavage. Alors donc ici, c'était juste quelques... Bon, on ne voit pas très bien, c'était quelques éléments relatifs à cette guerre de communication. Donc tout à gauche, c'était la une d'un livre d'un autre écrivain, Arthur Conan Doyle, donc Le crime du Congo. Ensuite, c'est la une du rapport de Roger Casement, The Present State and the Congo Question. Ensuite, sur la droite, vous avez l'affiche du livre de Morel, l'un des livres, Red Rover, qui inspira notamment bien plus tard le fameux film Le Dieu blanc, La mort noire, Le caoutchouc rouge, et aussi beaucoup d'autres œuvres à cette époque-là, où on voit vraiment cette figure de l'équilibre mahatique, donc la référence aux figures égyptiennes de justice, de liberté, d'équité, de tempérance. On voit que la balance se penche très largement en défaveur du Congo.
Et puis tout à droite, c'est une caricature. Il y a eu beaucoup de caricatures sur le Congo dans les années 1890 et surtout 1900, y compris de la presse de gauche belge. Une caricature où on voit donc le roi Léopold, donc avec sa barbe hein, sur la droite, là, qui s'adresse donc à un financier en lui disant je vous donnerai assez de caoutchouc pour vous faire une conscience élastique. Voilà. Donc c'est une caricature où vous voyez, en fait, on ne voit pas très bien, mais tout à droite, là, il y a un truc accroché, en fait, c'est le corps pendu d'un bébé, d'un enfant congolais, avec un truc qui dit prière de ne pas entrer ou de ne pas déranger, etc. Donc il y a beaucoup de caricatures de ce style-là qui sont faites également dans les années 1900, hein, qui montrent également l'apparition d'une presse réellement engagée sur ces questions coloniales. Donc une évolution, donc d'une certaine manière, le cas du Congo a permis vraiment de faire avancer certaines causes. Et également, ça a permis, de manière paradoxale, à la Belgique de se construire, hein, donc de construire tout un mythe autour de ce Congo belge, hein, comme on dit sur les livres scolaires. Quand on regarde la carte du monde à l'époque coloniale, pour trouver où était la Belgique, il fallait regarder la couleur du Congo, parce que la Belgique était invisible. Et donc en 1908, donc, le roi Léopold II va céder l'État indépendant donc, à l'État belge, en échange du versement de plusieurs annuités qui s'élèvent jusqu'à, je crois, autour de 100 millions de francs, en 15 versements. Il va décéder l'année suivante, donc en 1909, hein, donc, bien évidemment, impunité totale, c'était le roi, voilà, en demandant à ce qu'on ne touche jamais aux archives du Congo, à ce qu'on ne parle jamais du Congo, donc une chape de plomb totale. Ce qui fait qu'en 1909, donc son fils, Albert Ier, fera un voyage au Congo, reconnaîtra que tout y était absolument atroce, hein, il l'a reconnu, voilà, mais dans le discours officiel, eh bien, ce sera